Voici le second épisode de cette série de vidéos consacrée à l'analyse hardware des 4 plus récentes box Internet fibre disponibles à ce jour en France, sachant que au moment où je fais cette vidéo, on est en avril 2023. Le premier épisode portait sur la Livebox 6 d'Orange, et bien celui-ci va cette fois concerner la B-Box Ultime Wi-Fi 6 proposée par Bouygues. Et pour rappel, le prochain épisode sera consacré à la SFR Box 8, et pour ce qui est du quatrième et dernier, c'est finalement la Freebox Delta qui sera analysée, et non pas la Freebox Pop, contrairement à ce que j'avais précédemment annoncé. Oui, en introduction du premier épisode, j'avais effectivement annoncé que le quatrième et dernier épisode serait consacré à la Freebox Pop. Mais voilà, j'ai finalement pu me procurer une Delta, ce qui convient quand même plus à la gamme de box choisie pour cette série de vidéos, puisque les trois autres sont également du haut de gamme, alors que la Pop ne l'est pas vraiment. Bref, venons-en à ce qui va nous occuper pour les 20 prochaines minutes, à savoir l'analyse intégrale et détaillée du hardware de la B-Box Ultime Wi-Fi 6 conçue pour Bouygues par Sagemcom, le même fabricant français qui a également conçu la Livebox 6 qu'on a vu précédemment. Et on va plus ou moins rester dans la même structure d'épisode que le précédent, à savoir mesure de la consommation électrique en mode idle, mesure du rayonnement électromagnétique avec et sans blindage, du rayonnement thermique, une analyse de son anatomie et de ses principaux composants, et on finira avec un petit schéma de rétro-ingénierie simplifié. Je rappelle aussi que je n'aborderai pas la partie logicielle. On est là pour faire une analyse de son électronique et de son architecture hardware. Je laisse à d'autres le soin de faire une analyse de l'interface et de ses fonctionnalités. Avec un design assez singulier tout en verticalité censé optimiser la qualité de la liaison Wi-Fi, cette box me ferait presque plus penser à une enceinte connectée plutôt qu'à un modem internet. En face avant, l'écran est dissimulé et ce qui ressort le plus, c'est une molette de sélection. En face arrière, on retrouve les traditionnels 4 ports Ethernet RJ45 1 Gb par seconde, un port Ethernet 10 Gb par seconde, 2 ports USB 3 et un port RJ11 pour y brancher un téléphone fixe. Et tout en bas, on a un emplacement que Bouygues a appelé module optique dans lequel se trouve le module SFP. Et d'ailleurs, celui qui est plugué dans le modèle en ma possession est également signé Sagemcom. On va revenir sur ce modèle dans un petit moment. Tout à fait en dessous du boîtier, on trouve également un petit bouton reset. Et pour ce qui est de sa masse, je mesure 1443 grammes. Si on jette un petit coup d'œil à son boîtier d'alim externe, il est aussi signé Sagemcom, mais le fabricant est en réalité NetBit, je n'ai personnellement jamais entendu parler d'eux. C'est donc une alimentation à découpage qui peut délivrer 42 watts en sortie pour une tension de 12 volts avec un courant d'une intensité de 3,5 ampères. Commençons déjà par mesurer sa consommation électrique en temps réel pendant sa phase de démarrage. J'accélère un peu la séquence par commodité. Les 4 valeurs que vous voyez là représentent ici la tension secteur, ici le courant en milliampères, ici la puissance en watts et ici le facteur de puissance. La consommation s'élève quasiment à 10 watts en pointe pour presque 80 milliampères pendant cette phase et va finir par se stabiliser autour de 9 watts une fois terminée. Mais je rappelle que cette box n'est pas connectée à la fibre, donc cette consommation n'est pas vraiment représentative de ce qui se passe pendant un transfert de données. Par contre, elle l'est plutôt pour les moments où il n'y a pas de transfert de données. Faisons maintenant une mesure de son rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence comprise entre 9 kHz et 200 MHz à partir d'une sonde de champ proche connectée à un analyseur de spectre. C'est un test qui permet de connaître la puissance de l'émission électromagnétique de ses composants électroniques au contact même du boîtier, sachant que plus on s'en éloigne et plus elle sera affaiblie, donc ça sous-entend que si déjà au contact du boîtier elle est faible, elle sera infinitésimale, ne serait-ce qu'à 50 cm. Et c'est un peu ce qu'on constate là. J'accélère d'ailleurs la séquence vu qu'il n'y a pas grand-chose à signaler. Alors on peut voir qu'il y a dans cette région du boîtier une activité électromagnétique un peu plus soutenue, mais on dépasse rarement les moins 40 dBm, ce qui reste faible. Il y a par contre des pics beaucoup plus puissants par intermittence dans la bande que j'ai entourée en rouge, donc entre 0 et 20 MHz. Il faut éventuellement comprendre ce qui les provoque, mais dans l'ensemble ce rayonnement est particulièrement discret. On va donc maintenant pouvoir s'attaquer à l'ouverture du boîtier.
Comme vous le constatez, il n'y a pas de difficulté particulière pour accéder à son électronique, le boîtier est plutôt bien construit, mais il y a quand même beaucoup de plastique quand on y réfléchit. Et on pouvait s'y attendre, les ingénieurs de Sagemcom ont opté pour une électronique dans une configuration bicarte en angle droit pour s'adapter de façon optimale au facteur de forme cubique du boîtier. Cette imposante pièce centrale est donc le dissipateur thermique qui surplombe les composants et qui assure le refroidissement passif du système. Et son intégration semble avoir été soigneusement étudiée, comme en témoigne la présence de ces petites cales métalliques disposées entre le dissipateur et le circuit imprimé. On observe aussi qu'ils ont placé un petit dissipateur sur le coffre métallique qui vient accueillir le module fibre SFP, parce qu'en effet, ça a tendance à chauffer lorsqu'il y a un important débit. Et juste à côté de l'écran, voici à quoi ressemble le capteur de proximité. On s'y attardera d'ailleurs dans une minute pour l'observer plus en détail au microscope. Je vais maintenant séparer la partie qui contient l'écran et le bouton rotatif. Là aussi, aucune difficulté, il n'y a d'ailleurs même pas besoin de dévisser quoi que ce soit, sauf ici pour en extraire cette petite platine sur laquelle est soudé le composant. Pareil au niveau de l'écran, aucune vis, il est simplement retenu par des clips. C'est donc au travers de cette nappe flexible que la communication se fait avec le CPU qui le gère directement. Et au niveau de ses caractéristiques, il s'agit d'un écran LCD couleur de 2,4 pouces, donc 6 cm de diagonale, qui a une résolution de 320 par 240 pixels, et vous avez là un plan macroscopique de la représentation de cette matrice de pixels. Et pendant qu'on est sur des prises de vue macroscopiques, je vais vous montrer en détail de quoi est composé le capteur de proximité. On y trouve deux circuits intégrés, donc deux puces de silicium emprisonnées dans un boîtier transparent. Le premier en haut est un petit capteur CMOS sensible aux infrarouges, le second en bas est un processeur de signal numérique, qu'on appelle aussi un DSP, contenant des dizaines de milliers de transistors et qui est là pour traiter les signaux envoyés par le capteur CMOS. Le système est conçu pour détecter les changements de réflexion de l'infrarouge. En gros, le capteur émet un petit faisceau infrarouge. Si ce faisceau revient vers le capteur, ça signifie qu'il vient d'être réfléchi par un obstacle, par exemple la main qui est à proximité de l'écran. Du coup, le CPU décide de rallumer l'écran s'il était éteint. Un petit coup d'œil rapide aux antennes Wi-Fi, et on y reviendra aussi en détail dans un instant. Il y en a 8 en tout, 4 pour la bande de fréquence des 2,4 GHz et 4 autres pour la bande de fréquence des 5 GHz. En revanche, comme cette box n'est pas Wi-Fi 6E, il n'y en a donc pas pour la bande des 6 GHz. On continue la progression du démontage. Décrochage des 8 antennes. De ce point de vue-là, on commence à distinguer les boîtiers de blindage métallique situés en dessous du dissipateur et qui renferment les composants les plus sensibles. Et on peut aussi distinguer la présence d'une patte de couleur rose qui fait tampon entre le dissipateur et les boîtiers. Je vais maintenant séparer les deux circuits imprimés, mais il faut auparavant retirer le gros radiateur. Voilà, et là vous voyez mieux à quoi ressemble la texture de cette pâte. Et en fait, on appelle ça des pâtes thermiques. C'est tout mou, ça colle, et il faut surtout pas l'ingérer, même si ça ressemble à du chewing-gum. Je peux donc maintenant séparer les deux circuits imprimés qui sont emboîtés l'un dans l'autre via ce connecteur carte à carte. Il reste encore ici un dernier bout de plastique autour du bouton Reset. L'essentiel de l'électronique se trouve donc rassemblé dans ces deux cartes imbriquées à 90 degrés l'une dans l'autre. C'est une conception propre et efficace. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu le premier épisode consacré à la Livebox 6 doivent se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de similitudes de conception entre elle et cette B-Box. Et on n'est pas encore rentré dans le détail. Et bien, vous allez voir que quand on va s'attaquer à analyser l'architecture des composants, ces similitudes vont même s'accentuer. Et ça n'est pas très étonnant étant donné que grosso modo c'est la même équipe qui a conçu les deux box. On va justement commencer à rentrer dans le détail de cette analyse, mais pour ça il faut auparavant retirer le couvercle des boîtiers de blindage qui abritent les composants les plus importants. Et comme vous le voyez, on trouve aussi des pads thermiques dans ces boîtiers sur les circuits intégrés. Ici c'est l'autre côté du connecteur carte à carte. Et voici le CPU. Pour se donner un ordre d'idée, je vais procéder à la pesée séparée du plastique, du métal et de l'électronique. On a 585 g de plastique, soit 42%, 479 g de métal, soit 34%, et 339 g d'électronique, soit 24%.
Alors, on va maintenant étudier l'architecture de la carte mère ici présente. Alors, une chose que j'avais déjà mentionnée dans le précédent épisode, on va trouver beaucoup de composants du fabricant Broadcom, sauf que Broadcom ne fournit pas publiquement de documentation technique sur ses composants. C'est comme ça fait partie de sa politique, ça n'est qu'une fois qu'on a signé un accord de non-divulgation qu'on peut y avoir accès. Du coup, comme on ne peut pas se référer à de la documentation publique, la seule chose qu'on peut dire sur ces composants, c'est ce que Broadcom veut bien nous révéler. C'est-à-dire globalement, pas de zob. Oui, ça veut dire pas grand-chose. Dans ce compartiment se trouve donc le CPU ici, et ces deux boîtiers sont sa mémoire SDRAM. Le CPU est un BCM68580 qui est un gros système on-chip de 6ème génération de la famille 6858 spécialement conçu pour Gateway, EPON et GPON. Il est architecturé autour de 4 cœurs ARM 64 bits, intègre une interface mémoire DDR3 et possède toutes les fonctionnalités dédiées à la gestion de fibre optique et réseaux multiports, plus USB 3, SATA, PCI Express, Voice on IP multicanaux et j'en passe. Et pour le cadencer, ça n'est pas un mais deux quartz ici, dont ce VCXO qui est un oscillateur contrôlé en tension. On observe que les 4 ports RJ45 lui sont directement reliés et on peut aussi noter l'absence de transformateur base T qui est généralement placé juste après les ports Ethernet. Pour ce qui est de la mémoire vive SDRAM, on a ici deux boîtiers du fabricant Nanya de 4 Gb chacun, soit 1 Go en tout, et c'est de la DDR3L. Leur facteur de forme est du TF-BGA de 78 billes. Autre circuit intégré important de cette carte mère, voici le contrôleur du port LAN 10 Gb base T. Il s'agit d'un BCM84881 de chez Broadcom et c'est donc un transceiver, c'est-à-dire un émetteur-récepteur Ethernet à port unique qui est techniquement capable de supporter de nombreuses interfaces Mac. On va s'attarder un instant sur le module fibre optique de cette box qui se trouve ici et il ne s'agit là que d'un réceptacle puisque le module optique SFP vient se plugger à l'intérieur comme ça. Donc ce qui nous intéresse surtout se trouve à l'intérieur du module SFP et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors il y a globalement deux composants importants qu'on peut observer dans ce système, ce circuit intégré et ce transceiver bidirectionnel que l'on appelle BOSA. Il s'agit donc d'un contrôleur de diode laser en mode rafale combiné ayant une vitesse de traitement de 2,5 gigabits par seconde et capable de post-amplification. Et ce composant à l'acronyme de BOSA est un type de module optique qui contient une diode laser, une photodiode et un isolateur optique, le tout assemblé dans un seul boîtier. Le reste des composants de l'autre côté est là pour la gestion de l'alimentation en tension et courant avec notamment un convertisseur boost et un régulateur de tension. Cette région de la carte mère regroupe les composants en rapport avec le port RJ11 sur lequel se branche un téléphone fixe filaire à fréquence vocale. Et le circuit intégré qui est en charge de faire l'interface FXS entre le téléphone et le CPU est ce SI32176. C'est une solution tout en un qui intègre l'ensemble des fonctionnalités du standard Borscht. Et en suivant ces pistes reliées à ces broches, on observe qu'il est en communication directe avec le CPU. Et répartis à quelques endroits clés du circuit, on trouve les modules en charge de gérer et réguler les tensions et courants pour les circuits intégrés. Sur la face arrière du circuit, on trouve 4 Gb de mémoire flash NAND, soit 512 mégaoctets dans lequel est très probablement stocké l'ensemble du logiciel qui fait tourner cette box. Et je note que c'est exactement le même composant que celui qu'on trouve dans la Livebox 6. On peut noter qu'il y a ici une forte concentration de condensateurs de découplage montés en surface, il doit y en avoir une bonne centaine, et qui sont destinés à filtrer le courant pour le CPU afin d'éliminer les harmoniques de haute fréquence et de le rendre le plus propre possible. J'ai pas trop cherché à identifier le rôle de ce bloc-ci, on y trouve un convertisseur DAC 8 bits 2 canaux ainsi que deux amplificateurs de mesure utilisés pour convertir une entrée différentielle en sortie asymétrique. On passe maintenant au second circuit imprimé qui est le circuit radio Wi-Fi 6 et c'est aussi là que se trouve le connecteur carte à carte pour le rendre solidaire de la carte mère. À droite on a les deux compartiments de chipset radio. Celui-ci est en charge de gérer la bande de fréquence des 2,4 GHz. C'est un BCM43684 toujours de chez Broadcom qui implémente jusqu'à 4 flux de spécification 802.11ax, c'est-à-dire Wi-Fi 6, pour permettre un débit allant jusqu'à 4,8 Gb par seconde pour les points d'accès Wi-Fi résidentiels. Et il est entouré de 4 modules frontaux intégrés, un par antenne 2,4 GHz qui sont des QPF4206 de chez Qorvo. Et on peut aussi voir son petit quartz ici qui sert à lui donner sa fréquence de cadence de référence. Et le second chipset radio ici pour la bande de fréquence 5 GHz, eh bien c'est exactement le même, un autre BCM43684, d'ailleurs je trouve ça plutôt judicieux d'utiliser le même. Par contre, ces 4 modules frontaux intégrés ne sont pas les mêmes que son jumeau puisque ceux-là sont des 85755 de chez Skyworks spécifiques pour le 5 GHz.
Et on notera encore une fois qu'on les retrouve aussi dans la Livebox 6. Je compte pas moins de 5 modules de gestion d'alimentation tension courant sur cette carte. Ils sont tous identiques dans leur design et constitués d'un régulateur de tension, d'une grosse inductance et d'un petit paquet de condensateurs céramiques. Et on va conclure l'analyse des composants en jetant un œil aux 8 antennes Wi-Fi qui se connectent à ces 8 réceptacles UMRF. Donc les 4 premiers, noir, vert, bleu et rouge, concernent les antennes pour la bande des 5 GHz. Voici d'ailleurs une de ces antennes microstrip dont on voit la fine couche conductrice qui forme une piste d'alimentation et un patch de rayonnement et qui est déposée sur un substrat diélectrique. Et ces 4 autres réceptacles reçoivent les antennes pour la bande de 2,4 GHz de couleur blanc, orange, gris et jaune. Voici une de ces antennes et vous constatez qu'elle est plus longue que la précédente, ce qui est normal étant donné que la longueur d'onde pour la fréquence 2,4 GHz est de 125 mm alors que celle pour la fréquence 5 GHz est de 60 mm. Et sur la face arrière du circuit, on trouve encore une armée de condensateurs de découplage au service de ces deux chipsets et il y a même ici un régulateur linéaire LP5907 en boîtier SOT23. On va maintenant faire une passe d'observation du système à travers une caméra thermique, histoire d'avoir un petit aperçu du rayonnement thermique de cette électronique sans aucun dissipateur, donc les composants sont livrés à eux-mêmes. Un détail à connaître, le boîtier du CPU ici présent est en métal, du coup la caméra thermique ne détecte que sa réflectivité et non pas sa surface. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que sa température change selon l'angle de vision de la caméra. Donc là on distingue très bien les deux chipsets Wi-Fi, et il faut rappeler qu'il n'y a pas de transfert de données en cours puisque cette box n'est pas connectée à la fibre, donc les composants ne chauffent pas autant qu'en plein débit de données. Pour mesurer la température réelle, on va plutôt s'y prendre comme ça. Voilà, je termine sur une nouvelle mesure du rayonnement électromagnétique, mais cette fois sans aucun blindage et à 1 cm des composants. Donc c'est surtout pour nous permettre de constater l'efficacité du blindage si on compare avec mes mesures de tout à l'heure prises depuis l'extérieur du boîtier. Donc l'activité électromagnétique se dessine avec plus de détails sur l'écran de l'analyseur de spectre, mais ça reste malgré tout relativement contenu puisqu'on a grimpé que d'une dizaine de dBm par rapport à tout à l'heure. Et dès que je m'éloigne des composants, on voit bien que le rayonnement s'atténue rapidement. Sur la bande mesurée, on trouve des pics à 5, 35, 95 et 165 MHz. Rien de cela n'était ressorti auparavant, ce qui veut dire que le blindage est plutôt efficace. Je vous avais promis un schéma très simplifié de rétro-ingénierie de cette B-Box ultime, et bien le voici. Il est surtout là pour résumer les gros principes de cette architecture hardware, il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ça. Alors pour conclure, je trouve que la conception hardware de cette box est de très grande qualité. Alors c'est Sagemcom, ils connaissent parfaitement leur domaine et le contraire aurait été plutôt étonnant. Alors je vais pas vous mentir, mais pour moi c'est pratiquement la version 1.0 de la Livebox 6. Qui serait donc, elle, la version 2.0, tellement il y a de similitudes dans l'architecture. Je sais pas laquelle des deux box a été conçue en premier, mais si c'est cette B-Box, on a l'impression que Sagemcom s'est dit « Faisons une version Wi-Fi 6E évoluée de ce qu'on a déjà fait pour la B-Box, ça conviendra parfaitement pour la Livebox 6. » Et comme je l'avais aussi fait pour la Livebox 6, j'ai essayé d'évaluer à quel tarif cette B-Box pourrait être vendue si Bouygues la commercialisait comme un produit grand public. Et j'en suis arrivé à la conclusion que en TTC, elle serait aux alentours de 200 €. Voilà, le prochain épisode sera consacré à la troisième box, qui est la SFR Box 8, fabriquée elle par Altis Labs. Et je ferai de mon mieux pour le sortir 15 jours après la sortie de celui-ci. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.